Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition qui nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est les élections parlementaires. يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المداين، أرض المصانع. عشت يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك مسكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. إلهي صونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك خمايل زهور وبهجة وسعادة ومغنى ونغم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم. Pour parler donc de ce thème, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur Gamil Badra, analytique, et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors, pour vous, comment s'annoncent les élections parlementaires? D'abord, merci pour m'inviter. Je suis très ravi d'être avec vous cet après-midi. Nous sommes vis-à-vis la troisième étape de la feuille de route. La feuille de route qui a été déclarée comme étant, avec la première étape, l'élection du président, la constitution, et nous sommes à quelques semaines avant les élections parlementaires législatives. Complétant cette étape, l'Égypte aurait fait quelques grands pas pour établir un État avec un côté législatif et exécutif. Nous savons que les élections parlementaires qui consistera de un peu plus que 400 candidats, vont témoigner beaucoup de concurrence entre les candidats. Mais il faut être très attentif parce que chaque représentant, parmi ces plus que 400 représentants, va représenter un certain nombre de citoyens. Si on parle de un peu plus que 80 millions d'habitants, chaque candidat est en moyenne représentant de 200 000 citoyens égyptiens. Il faut que chacun de ces citoyens, avant d'aller voter pour choisir M. X ou M. Y, il faut qu'ils savent quel est le profit qu'on peut avoir de ce candidat. Parce que nous sommes maintenant en phase d'appliquer une vraie démocratie qui n'existait pas. Le nombre de personnes, des Égyptiens qui sont allés voter dans le passé suite à la révolution de 2011 était de loin supérieur à ce qui se passait dans le passé. Mais il y a une chose importante à notifier ici, c'est que
Je me souviens en 2011, suite à la révolution, et puis comme l'ex-général Omar Soliman, que Dieu repose son âme, qui était vice-président pour un certain temps du temps de ex-président Moubarak, il avait dit que l'Égypte n'était pas encore préparée à plein pour appliquer la démocratie. Je crois que le général Omar Soliman avait raison à ce point-là. Pourquoi? L'Égypte et d'autres pays font partie de l'ensemble du tiers-monde. La vraie démocratie est appliquée dans les pays comme les États-Unis, l'Europe occidentale, le Japon, etc. L'Égypte souffre d'un taux élevé de l'analphabétisme et de la pauvreté. Et ce sont les deux ennemis de la démocratie. Pour avoir une vraie démocratie, il faut vraiment avoir un esprit clair, sain, et il faut ne jamais être sous pression d'une influence ou d'une tentation financière ou ce que c'est. Le taux de pauvreté, le taux d'analphabétisme existe dans tous les pays. En Amérique même, on trouve des gens dans la rue qui n'ont pas de quoi se nourrir. L'analphabétisme, la pauvreté existe partout dans le monde, mais à un taux de 1%, 2%, 3%. Mais si le taux de pourcentage de l'analphabétisme et de la pauvreté dépasse une certaine limite, et sans dire des chiffres ici aux téléspectateurs, parce qu'on ne peut pas donner des chiffres exacts, mais nous le reconnaissons et nous savons bien que ce taux est assez élevé pour l'Égypte. Ce qui pose appliquer la démocratie en plein en risque et en danger. Mais n'empêche qu'il faut que nous, comme citoyens, nous pouvons vraiment confronter tout essai d'un candidat pour essayer de nous tourner la tête, pour essayer de faire des promesses dans l'air, pour essayer même de tenter. Mais je donnerai raison à un citoyen égyptien qui a un père de famille qui a des besoins financiers de famille et qui sera le sujet de la tentation. Que peut-il faire? Mais j'espère que ça n'aura pas beaucoup d'influence sur les élections pures, nettes, correctes qui auront lieu très bientôt et qui formeront le troisième pilier de la suite à la révolution. Président élu, constitution établie, parlement bientôt en route. Mais beaucoup d'analystes pensent qu'à cause de ces deux facteurs que vous avez mentionnés, l'analphabétisme et la pauvreté, on risque de se retrouver avec des parlementaires de l'ancien Parti national-démocrate et des partis religieux, surtout salafistes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible, mais ça sera le choix du candidat. Si le candidat, le choix des électeurs, je m'excuse, si les électeurs vont choisir le candidat qui appartient à un groupe islamiste, on va l'accepter. Ou bien à quelqu'un qui était dans le régime passé. Nous ne sommes pas contre ces gens, à mon avis. Nous sommes contre ceux qui promettent sans faire, ceux qui essayent d'être des opportunistes, ceux qui essayent de vraiment prendre de leur poste un profit personnel. Mais pour ceux qui travaillent pour le service public, mais après tout, il faut respecter, il faut lever le chapeau. Si le citoyen, si la majorité va choisir, alors il faudra le respecter. Et concernant la multiplicité des partis politiques, parce que nous avons un nombre de partis vraiment très très important pour ces élections parlementaires. Est-ce que vous pensez que ça c'est en faveur des élections ou bien c'est un facteur au contraire qui peut entraver ces élections? Malheureusement, ce n'est pas en faveur de ces élections. Si vous regardez par exemple les États-Unis, les élections présidentielles, il n'y a que deux partis, la France et autres. Le nombre maximum de partis qu'on trouve en Europe, quelquefois c'est 2-3 partis, quelquefois c'est 7-8 partis. Mais nous avons un nombre de partis politiques ici en Égypte que moi-même je ne reconnais plus et que plusieurs citoyens peut-être n'ont jamais entendu parler. Mais ce qui devrait peut-être faire dans l'avenir, si le Parlement sera formé, une coalition, c'est-à-dire qui va emporter la majorité. Ce sera pour la première fois que le Premier ministre sera nommé dépendant de la majorité de ce Parlement, mais il devrait peut-être attirer, polariser certains autres partis. Je crois que nous comptons ici un peu plus que 40 ou 50 partis politiques, ce qui est excessivement trop. Et très souvent, si vous parlez à un citoyen égyptien, peut-être la majorité, il n'a jamais entendu parler. Mais ce sera le parti qui aura le plus grand nombre de représentants, qui devrait faire une coalition, polariser les autres partis pour former le gouvernement. Mais définitivement, ce n'est pas en faveur de ces élections.
Concernant la jeunesse et les femmes, est-ce qu'ils sont suffisamment représentés dans ces partis politiques? C'est-à-dire, ça c'est le problème que nous avons toujours eu au Moyen-Orient, dans les pays arabes, c'est que le rôle de la femme a été plutôt minimisé. Il est temps de reconnaître que la femme représente 50% de la société dans le monde, non seulement égyptienne. La femme et l'homme sont les deux partenaires pour une vie journalière, pour la vie politique, économique, ce que ce sont les vrais partenaires. Je crois que le rôle de la femme dans les années passées a beaucoup été prononcé et je crois qu'elle aura une plus grande chance dans les élections prochaines ainsi que les jeunes. J'entends parler, je lis, je suis dans les médias qu'il y a certains candidats d'un certain âge qui vont se présenter pour ces élections. Mais il faut bien reconnaître que la femme doit avoir une meilleure chance, une plus grande chance. Pour les élections, la femme joue un très grand rôle. La femme peut être un séjour président des États-Unis. La femme joue un rôle, elle a été Premier ministre dans beaucoup d'autres pays islamiques même. Regardez le Pakistan, le Sri Lanka, les Indes, etc. Et puis je crois que le rôle de la femme sera respecté davantage dans le proche avenir. Et concernant la campagne électorale, on n'a jamais assez le temps pour une vraie campagne électorale proprement dite. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, on n'a jamais vraiment le temps pour s'exprimer. On a besoin peut-être quelquefois d'un mois, de 2 mois, d'une année. Les élections américaines, les campagnes électorales ont déjà commencé, ça fait plus de 15 mois. Mais je crois que l'essentiel, c'est avoir la sincérité, avoir le courage d'être vraiment loyal et fidèle à ce que l'on promet. C'est très important. Et puis, essayer d'éviter qu'on puisse se lancer les pierres, qu'on puisse s'attaquer, qu'on puisse porter de la haine et de la rancune entre les candidats. Ces candidats, celui qui aura de la chance, devrait être soutenu et respecté par ses concurrents. Et il a eu le plus grand nombre de votes. Ça, c'est essentiel. La discipline, la démocratie, madame, n'est pas aller uniquement pour mettre un papier dans une boîte de vote. La démocratie est un comportement. La démocratie est une discipline. La démocratie est une éducation. La démocratie se transmet d'une génération à une autre. Un père dictateur ne pourra jamais fournir à la société des enfants démocrates. Par contre, un père de famille, un instituteur, un directeur d'usine sera l'exemple s'il se permet de partager son opinion, s'il peut donner l'exemple de faire des concessions en vue d'un but commun, en vue de la fin de la route meilleure. Il n'y a pas de mal à changer son idée, il n'y a pas de mal à faire des concessions tant que la décision finale est dans l'intérêt commun. Et c'est ce qu'on devrait apprendre. Cette démocratie, l'idéal de la démocratie s'applique dans les pays comme les États-Unis, comme l'Europe. Chez nous, en Égypte, il faut qu'on puisse vraiment apprendre ça. Comment on peut se respecter, coexister, comment on peut avoir des divergences d'idées, des divergences de points de vue, mais on peut se partager les opinions et puis finalement, on se met main dans la main, si on prend la décision, c'est le but final qui est clair. Ça, c'est la vraie démocratie et qui se transmet, comme je viens de dire, d'une génération à une autre. On ne peut pas dire « je vais à l'université pour apprendre la démocratie ». Non, mais je vais pratiquer la démocratie en voyant l'exemple des générations avant moi et en donnant l'exemple aux générations qui suivent. C'est un processus qui prend des années, des dizaines d'années, pour essayer de vraiment perfectionner cette pratique de la démocratie. Je voudrais aussi parler d'un sujet d'actualité assez important pour tout le monde maintenant en Égypte, et c'est la découverte du gaz naturel. Ah, je rapporte un sourire, c'est mon cœur qui bat, c'est mon esprit qui tressaille de joie. C'est une grâce de Dieu que l'Égypte a pu découvrir cette découverte pétrolière qui est considérée une des plus grandes dans le monde. Aux États-Unis, j'étais ça fait quelques jours, on a reconnu dans une réception privée que je suis de l'Égypte. On est tout de suite venu me parler. Félicitations, nous avons lu, nous avons vu dans les médias cette grande découverte de gaz naturel. Et comme spécialiste dans le domaine, permettez-moi de dire que la découverte est pour 1 trillion de mètres cubes de gaz naturel. Si on parle de millions, si on parle de milliards, qui est 1000 millions, si on parle de trillion, qui est le million du million, 1 trillion de mètres cubes de gaz naturel qui sont équivalents pour les téléspectateurs qui ne s'y connaissent pas avec ce chiffre. Je parlerai peut-être de barils de pétrole. Ce trillion de gaz naturel de mètres cubes est équivalent à peu près 6 milliards de barils d'huile de pétrole. Si on
reprend que l'OPEC, la production totale de l'OPEC est à peu près 30 millions, je reprends, millions seulement, 30 millions par jour, et que cette découverte est de 6 milliards d'huile de pétrole, 6 milliards d'huile de pétrole qui ont été découverts et qui seront en route très bientôt. Pas aujourd'hui, pas demain, ça va prendre peut-être 1, 2, 3 années pour que ça puisse être en marche. Alors, je crois que c'est la bonne venue de notre cher président Abdel Fattah el-Sisi pour sa seconde année, mais aussi nous devons être reconnaissants à la volonté divine qui a choisi l'Égypte que cette découverte soit dans les territoires maritimes égyptiens. Et apparemment, les analystes disent qu'il y en a d'autres. Oh, bien sûr, espérons, bien sûr. Les découvertes se suivent. Les accords entre le ministère du pétrole et les compagnies étrangères européennes, compagnies italiennes et autres, sont en voie. Il y aura d'autres, Inch'Allah, que nous allons découvrir. Et juste à noter que l'Égypte, ça fait 15 années, exportait le gaz naturel pour certains pays, inclus Israël, à des prix assez bas. Et nous savons tous que c'était le cas de certaines situations critiques. Imaginez-vous, à cause de la consommation locale qui a augmenté, que l'Égypte se transforme d'un pays exportateur dans les 15 dernières années pour être un pays importateur dans les 2-3 dernières années. Et de qui? De Israël, avec tout mon respect pour un État comme Israël. Mais nous avions exporté pour Israël et nous importons aujourd'hui à travers une compagnie américaine. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, parce que les tuyaux de transport existaient pour notre exportation. Maintenant, ils sont en voie de faire revenir le gaz au prix du marché, pas à des prix spéciaux que nous avions vendus. Mais le jour où, dans 1, 2 ou 3 années, cette découverte sera en marche, le gaz naturel de l'État égyptien sera exporté pour le monde entier. Et ça sera une bonne ressource pour notre pays. Et qu'est-ce qui sera planifié pour ces nouvelles réserves? Elles seront destinées à l'exportation ou bien à l'utilisation locale, à la consommation locale, quoi exactement? Absolument. La consommation locale d'abord sera couverte totalement par ces découvertes. En plus, nous allons exporter. Regardez un pays comme le Qatar, par exemple. Qu'est-ce qui fait la richesse du Qatar? Le Qatar est un pays, nous reconnaissons tous les limites géographiques des ressources humaines de ce petit pays, le Qatar. Mais c'est le gaz naturel qui a fait que l'excès dans le bilan de paiement de l'État de Qatar dépasse les 40 milliards de dollars chaque année. Ce qui fait que le Qatar est devenu riche à cause de ses exports. L'Égypte va couvrir sa consommation locale définitivement et aura la possibilité d'exporter, que ce soit pour Israël, que ce soit pour d'autres pays, pour la Chypre, avec des tuyaux, des connexions de canalisation sous la mer Méditerranée. Il y aura toujours des possibilités d'ajouter à notre rendement local la devise étrangère à cause du gaz naturel. Outre ces découvertes, nous on peut vraiment pas dire, bon, c'est vrai qu'il y a eu durant l'année dernière pas mal de développement en Égypte, la conférence économique qui a eu un grand succès, le nouveau canal de Suez qui a également un grand succès et d'importants revenus, mais on peut pas dire encore qu'on soit vraiment assez stable, surtout sur le plan sécuritaire et sur le plan du gouvernement aussi qui change assez régulièrement ces derniers temps. Il y a plusieurs points ici. On commence par le dernier, le changement du gouvernement qui était, à mon avis, moi je connais le Premier ministre qui a étudié à la même école où j'étais, une école francophone. Il était un peu plus âgé que moi, mais on se rassemblait, on se rencontrait dans des événements de rassemblement de l'école, qui est très honnête, très sincère, très dévoué. Mais le jour où on trouve un certain déséquilibre dans un ou deux ministères, alors ça touche, ça reflète. Ça n'a rien à voir avec le Premier ministre comme poste, mais je crois que la décision du président Sisi, à mon avis, était très sage. Malgré que la durée de ce nouveau cabinet ne sera pas plus que 3 mois. Mais n'empêche, ça va donner une nouvelle poussée. Vous avez touché aussi d'autres points comme la sécurité. La sécurité. Je crois que la sécurité est beaucoup mieux maintenant. On se souvient, après 2011, 2012, on était beaucoup plus en plus de danger de conduire, de protéger nos propres propriétés. Je crois que ça a changé, ça deviendra encore de mieux en mieux. Les attaques aériennes que notre chère armée est en train de prendre au Sinaï auront beaucoup d'échos positifs pour stabiliser, pour sécuriser, pour essayer de déraciner
ces djihadistes, ces gens qui veulent du mal à notre pays. Ça viendra, on est très optimiste. La sécurité est en voie et ça sera bientôt en règle. On l'espère. Avec la venue du nouveau Parlement, si l'on retourne au Parlement, c'est sûr qu'avec la distribution des sièges au Parlement, nous allons avoir un panorama de tendances politiques au sein de ce Parlement. Est-ce que cela est en faveur de la vie politique ou bien au contraire, ça veut dire qu'on sera sujet à de nombreux désaccords? Très belle question. Le proverbe français, si tout le monde est du même avis, c'est que personne ne pense. Ces divergences peuvent être saines. Ces différents partis, ces différentes idées peuvent être pour l'intérêt. L'essentiel, ce n'est pas dans le nombre de divergences, ce n'est pas dans le nombre de partis, mais l'essentiel, c'est comment peut-on se respecter, comment peut-on rassembler sur le même plateau ces idées, essayer d'en choisir un ou deux, d'essayer de converger. Ça, c'est l'essentiel. La coexistence de ces partis politiques, le respect mutuel que ces candidats qui représentent les 80 millions peuvent s'échanger et finalement, la décision finale qui, dès prise, doit être acceptée par tout le monde. Une décision prise veut dire qu'on ne peut plus faire une marche arrière. Alors cette divergence, peut-être, malgré qu'elle peut être vraiment diversifiée, mais c'est que ça veut dire que nous avons différentes idées. L'essentiel, comme je dis, c'est se respecter, s'échanger l'appréciation et avoir une vue commune pour l'intérêt. Est-ce que ce Parlement aura beaucoup de prérogatives? De pouvoir? De pouvoir. C'est le Parlement et c'est le côté législatif du pays. Le côté exécutif, c'est le cabinet. Alors, avec le président, il y a eu la Constitution donne moins de pouvoir au président actuel que ça existait dans le temps. Alors, le pouvoir se partage, mais le côté législatif est dans les mains de ce Parlement. Alors, je crois que ça ne va pas minimiser ou ça ne va pas augmenter de son pouvoir parce que finalement, le président peut opposer, le Parlement aussi peut opposer. Pour la première fois, nous aurons un Parlement dont le Premier ministre sera choisi par la majorité et qui peut opposer même à des décisions que le président peut prendre. C'est la nouvelle Constitution. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est que les électeurs soient vraiment très vigilants au choix de leur... Absolument, que les électeurs, et permettez-moi d'adresser un petit mot, un appel aux électeurs égyptiens. Choisissez celui qui va mieux vous servir. Choisissez celui qui vous est sincère, qui a prouvé dans les années précédentes comment peut-il contribuer au service public, comment peut-il satisfaire aux aspirations du cœur, aux besoins, aux désirs, aux souhaits des citoyens. Chaque représentant représentera en moyenne 200 000 citoyens. Et j'espère que ce choix sera béni, j'espère que ce choix va emporter la meilleure crème de la candidature dans un nouveau Parlement qui représentera un nouveau chapitre pour l'Égypte. Monsieur Gamil Badra, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse. Juste pour terminer, on compte sur tous les électeurs pour vraiment avoir un Parlement représentatif de l'Égypte et on compte sur la vigilance de votre choix. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.